Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeu pour notre format préféré, j'ai presque envie de dire, parce que c'est le format dans lequel on prend du temps à discuter avec nos invités, avec lesquels on a fait des vidéos formidables, avec lesquels on a passé du temps autour de la table, autour des jeux de société notamment, mais aussi autour de bons repas, avec une franche camaraderie. On a appris à se découvrir et là, on va prendre le temps de discuter, mais à partir d'images que je vais diffuser sur le téléviseur qui est en face de nous, à partir de mon téléphone, donc je ne suis pas en train de consulter mes mails, je préfère le dire, c'est pour envoyer des images. Sur le canapé d'un monde de jeu, nous avons une petite partie de l'équipe de Gigamic qui sont montés, qui sont venus du nord de la France pour... Descendu, du coup. Ouais, mais en altitude. On est monté. Ah, voilà, qui sont montés en altitude et descendus en longitude. Oui, c'est ça. Pour nous rejoindre, pour venir sur le canapé d'un monde de jeu et passer un bon moment et vous expliquer un peu l'histoire de Gigamic. Sur le canapé, nous avons Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour Martin. Bonjour tout le monde. Nous avons Benjamin. Hello. Nous avons Ariane. Bonjour. Et nous avons le retour de Joseph, mais tu n'étais jamais venu sur le canapé. Non, j'avais pas fait le canapé. Tu avais déjà tourné une vidéo, Critical. Ouais, c'était très sympa. Et là, ça y est, le canapé, enfin. c'est-à-dire le stade supérieur. Bah oui. La possibilité de passer un bon moment. Et vous le voyez, on a un petit peu pimpé ce canapé. Vous êtes les premiers à avoir des rideaux derrière vous. Normalement, ça améliorera un petit peu le son. Vous êtes venus pour nous raconter un peu l'histoire de Gigamic, parce que Gigamic a connu quelques petits changements ces dernières années. Il faut démarrer au tout début. Au tout début, il y a eu le Big Bang. Le visuel, le logo. Je vais faire un petit roupillon. Le logo qui est ici présent, c'est celui qui est actuel, mais... Tout à fait. Ça n'a pas toujours été le seul logo. Alors, moi, j'ai pas retrouvé le tout premier dans mes recherches informatiques. Mais Ariane, tu m'as envoyé quelques images pour pouvoir diffuser des logos qui datent d'il y a un petit peu plus longtemps. Ça, c'est celui que moi j'ai connu. Quand j'ai découvert Gigamic, c'était ce logo-là. À l'époque, j'ai envie de dire, mais c'est pas si vieux, ce logo-là. C'était avant, en tout cas, c'était avant 2015, voire 2014. Si changement il y a eu, c'était peut-être au tournant des années 2010, mais ça, c'est déjà le deuxième logo. C'est ça, c'est pour ça. Qu'on a vu, parce que le premier... qu'on pourra te donner ou te montrer, le GI et le Gamic étaient séparés. Alors, tu nous as envoyé ce document-là. C'est oui. pas vraiment un logo, mais sur ce document, on voit déjà des recherches. Qu'est-ce que c'est que ça exactement, Ariane? Ah mais ça, c'était le brainstorming avec tous les noms qui auraient pu remplacer Gigamic, mais heureusement non. Au tout début. Voilà. On est au tout début de l'histoire. Alors, c'est le tout début de l'histoire, quand même, pour raconter un petit peu. C'est pas vous qui l'avez vécu, puisque vous êtes arrivé plus tard dans la boîte. La boîte, elle a été fondée, c'est pas à moi de le raconter, mais elle a été fondée en 1991. C'est ça. Dans la jolie ville de Villemereux, c'est ça? Presque. C'est la Boulogne-sur-Mer avant. C'est la Boulogne-sur-Mer? Oui. Et par trois frères. Et par trois frangins, Ludovic, Stéphane et Jean-Christophe. Qui sont les frères Gir. Oui. Et on retrouve du coup le G de Gigamic, qui est le début de leur nom de famille. Et donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment le brainstorming qu'ils ont fait tous les trois pour essayer de trouver un nom qui concorde. Donc c'est pour ça qu'on voit parfois des choses avec, on voit un Ludéo qui peut faire penser à Ludo aussi, un des frangins. Il y a beaucoup de notions, avec du 3, trio. 3G là-haut, très bonne idée. Milo, trimaran, Zébulon. Alors, là, on peut s'amuser quand même. Il y a quelques idées de noms auxquelles on a échappé qui. On n'est pas mécontent pour vous en fait, que ça n'ait pas été retenu. J'avais vu un truc genre Ludo Game quelque part. Oui, c'est probable. Il y a Ludoway. Je me suis dit, en même temps, Trigolo. Oui. Le Ludo Game est barré, donc ça va. Sobrement Gigi. Ouais. Il y a Trilax, ça on dirait un méchant dans un film. Ou un médicament. Le nom d'un lit. Ou une étagère Ikea. Enfin voilà. Donc avant que vous repreniez les rênes finalement de Gigamic. Alors toi, Benjamin, tu représentes la direction de Gigamic. Tout à fait. Maintenant, c'est toi qui t'occupes un petit peu, alors pas tout seul. Non, aujourd'hui en fait, les frangins ont démarré à 3, aujourd'hui on est une équipe où on est 40 de plus au sein de la boîte et la direction. On la gère avec Jérôme qui est mon bras droit qui lui va plutôt s'occuper de l'aspect
achat, logistique Oui. et compta finance. Mais toute la boîte a été structurée en réalité autour de services, localisation, édition, etc. Et Étienne pourra en parler bien mieux que moi parce que il a plus d'ancienneté que moi dans la boîte. Et c'est une manière polie de dire que tu es plus âgé, mon ancien. J'ai saisi. Voilà, il y a vraiment cette structuration qui permet de donner une autonomie à chaque pôle au sein de la structure. Parce que tout le monde s'appelle Paul. Tout à fait, exactement. d'accord. C'est en fait une manière pour moi de retenir les prénoms. D'accord. Très bien. Donc on a des représentants un petit peu de la localisation avec Étienne, C'est ça. de la communication avec Ariane, Ouais. et de l'édition Ouais. avec Joseph. Et donc de la direction avec Benjamin. Mais vous êtes un dixième de la boîte finalement sur le canapé. Vous Ça fait représentez pas le tous meilleur. les autres. Donc, j'espère que vous serez à la hauteur de ce format-là. On va essayer. À l'origine, donc, il y avait 3 frères. Alors, tu nous as envoyé quelques photos des 3 frères. Les 3 frères devant le jeu Quarto, Voilà. Oui. qui ont lancé la boîte. Effectivement, alors de gauche à droite sur l'écran, on a Jean-Christophe Ouais. qui est debout, Stéphane au centre qui tient la boîte et Ludovic sur la droite. D'ailleurs, là, ce qu'on voit sur le Ludovic à droite, on voit qu'il y a le logo. Le petit premier logo. logo, en Ouais, fait. exactement. Ouais. qui- C'est ce que je cherchais, là. Je me souvenais plus sur quelle photo il était, mais oui. On a le tout petit logo qui est présent. avec Et- la première boîte, la première édition de Quarto. C'est ça. Et toutes ces grandes pièces tiennent dans la boîte. C'est magique, hein. C'est génial. C'était très moderne à l'époque. Alors, ils sont plus dans la boîte aujourd'hui parce qu'ils ont revendu cette boîte. C'est la raison pour laquelle on va commencer directement par ça. Ils l'ont créée en 1991 et il y a quelques années maintenant, la boîte a été revendue à Hachette, c'est ça? Oui, tout à fait. En janvier 2019. Alors, à ce moment-là, c'était déjà plus que 2 Oui. dans la société parce que Ludovic, lui, avait voulu vivre d'autres aventures et Oui. puis au tournant des années 2000, je crois que c'était 2003, il est parti faire tout à fait autre chose qui n'avait rien à voir avec le jeu de société. Oui, ça arrive. Et Jean-Christophe et Stéphane sont restés dans la société jusqu'au rachat et même un peu au-delà. Parce que Jean-Christophe est resté jusqu'en juin 2019 et Stéphane est parti en début 2021. Et donc voilà, ça c'est pour la raison pour laquelle nous n'avons pas les fondateurs sur le canapé, mais on va Il revenir. coule une retraite bien méritée. On va redevenir exactement. Donc ça fait partie de la vie des boîtes et puis on le voit très souvent quand on fait nos formats canapés, on a l'occasion de parler de ces évolutions-là qui sont passionnantes aussi parce que on se rend compte que derrière les entreprises, il y a l'histoire des hommes qui l'ont créé, de ceux qui leur succèdent aussi parfois et qui continuent à faire vivre l'histoire de Gigamic. Revenons au tout début quand même, puisqu'on a parlé de Quarto, donc qui est le premier jeu, Ouais. qui est sorti, l'un des premiers jeux, et vous avez ramené un sac avec d'autres Oui. jeux qui ont permis. Et on a envie de découvrir Ouais, le parce Quarto, que hein. le tout début de l'histoire de Gigamic est associé à ces succès. Quarto, c'est un succès énorme. Ça continue à être l'une de vos ventes principales. C'est toujours dans notre top 20 au global. Alors c'est un jeu qui reste plus fort aujourd'hui à l'international qu'en France. Ah oui. Parce que certains marchés, notamment Corée, Japon, sont très très friands des jeux abstraits. Là où ces titres-là ont un peu été supplantés en France par des jeux avec plus de design, on va dire. Oui, bah, c'est plus les plus grosses ventes aujourd'hui, on le sait, mais par contre, ça reste toujours non seulement à votre catalogue, mais quelque chose qui marque l'identité de Oui. Gigamic Mhm. aussi. Tu nous as envoyé une version des toutes premières versions de Quarto, Mhm. c'est ça? T'auras peut-être plus de contexte, Benjamin. Tu l'as ou pas, toi? Non, Ça, c'était je le l'ai pas. prototype originel de Quarto, qui à ce moment-là Ah, ne bah s'appelait oui. pas Quarto. Ouais, Muller. Blaise Muller, effectivement, L'auteur. l'auteur du jeu, avait créé un jeu qui s'appelait le 4x4, le 4x4, qui avait gagné d'ailleurs le concours de Boulogne-Billancourt en 85 de mémoire, et c'était un jeu qui était réputé inéditable. Parce que la volonté de Blaise au départ, c'était d'avoir un jeu qui était multimatériaux. C'est pour ça qu'on peut voir du verre, il y a du métal, Ah oui. il y a du plastique. Et en fait, il voulait vraiment avoir quelque chose de très Ouais. complet là-dessus. Et en tant qu'éditeur, c'est là où Ça commence. les frangins ont commencé à perdre leurs cheveux en s'arrachant sur l'édition du jeu.
et en la recentrant au final sur un jeu qui était tout en bois pour conserver quelque chose de très esthétique, mais en s'éloignant de ce prototype original. Bon, tant mieux, parce que c'est original, mais ça n'a pas l'air si joli que ça là, sur cette image-là. Et Quartos, ça a permis aussi de fonder l'une des identités de production, en tout cas de Gigamic, puisque on connaît très bien cette gamme de jeux en bois qui sont à la fois élégants et simples d'accès, avec un côté jeu abstrait. Pendant une petite période, vous n'en sortiez plus d'ailleurs, des jeux en bois. Il y a une période où d'un seul coup, Gigamic s'était réorienté peut-être vers un autre type de jeu. Et puis là, on l'a vu cette année, et puis l'année dernière aussi. Ça fait quelques années qu'on en voit de nouveau. Oui. Est-ce que c'est régulier, un par an, quelque chose comme ça à peu près? Il y a pas de, on se fixe pas de règles là-dessus. C'est un peu des opportunités en fait. Ouais. Je pense qu'il y a pas, il y a eu aussi un. Après, tu pourras peut-être compléter, mais je pense qu'il y en a pas eu parce qu'on en a pas trouvé aussi tout simplement. Et puis tout d'un coup, ben voilà, c'est revenu. On a beaucoup d'auteurs qui travaillent ce format qui est très très difficile. C'est nous à l'édition par exemple, c'est une des seules catégories entre guillemets les jeux abstraits où on a le plus de règles. On sait exactement ce qu'on cherche. Ouais. On sait exactement pourquoi on va refuser un abstrait quand un auteur nous le présente. En fait, on a un cahier des charges qui est très spécifique. Qui est en Parce 8 que points, la gamme... qui est en 8 points oui, dessus. Ouais. Voilà. Oui, mais Donc, ils sont compliqués, hein, évidemment. Et là, j'avoue que nous, on critique, on commente, on analyse les jeux qui sortent. Et sur les jeux abstraits de ce type-là, en tout cas, moi, je suis absolument incapable d'émettre un jugement. Je suis capable de dire si je prends du plaisir ou pas, et c'est déjà quelque chose d'important. Mais je ne suis pas capable de juger de la profondeur du jeu. Ça, je ne sais pas le voir, moi. Et on a quelques spécialistes, Bruno Catala, pour ne pas le citer, quand il passe au chalet, à chaque fois, il me dit « Ah, bah, celui-ci, super. Ah, celui-là, nul. » Et bon, moi, je ne suis pas capable de voir... il faut avoir une aptitude aussi, et ça parle à un public qui est très exigeant hein, sur ce type de jeu-là. Et d'ailleurs, l'ancienneté de ces jeux abstraits fait que, et au-delà de ça, l'ADN de Gigamic en partie, pousse les auteurs, parmi les plus connus, à se dire moi j'ai un regret dans ma vie, par exemple, c'est de ne pas avoir encore créé un jeu abstrait pour Gigamic. Ah oui. On a déjà eu ce genre de retour qui apporte une certaine fierté, hein, là il ne faut pas se leurrer, mais ça veut dire quand même pas mal de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué dans la construction de nos gammes. Pendant très longtemps, on a travaillé sur des formats assez standards pour essayer de... Alors, on n'a jamais communiqué beaucoup sur la marque Gigamic en elle-même, plutôt sur un jeu ou sur un format. En se disant, si on arrive à mettre des jeux avec une proximité, pas forcément mécanique, mais en tout cas en termes de plaisir de jeu, de complexité, dans la même gamme, c'est-à-dire que demain, le joueur qui a effectivement joué un 6 qui prend, jouera peut-être un Papayou, ou dans d'autres formats, on a un format, le format Mytho aussi, le format de Bazar Bizarre, c'est un autre format qui est assez fort chez nous, le format Fun, c'est Wasabi ou Galérapagos, par exemple. Donc on a des choses comme ça qui sont assez chartées. Pour essayer de proposer un catalogue qui soit cohérent. J'imagine que pour la communication, avoir des gammes sur lesquelles tu peux travailler, que tu peux mettre en avant, c'est aussi quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Puis comme le disait Benjamin, on essaie à chaque fois vraiment de mettre toujours le produit en avant plus que vraiment la marque Gigamic. Et souvent, on est assez connu pour ça, pour vraiment des titres forts sur lesquels on peut s'appuyer. Et on signe toujours toutes nos communications en fait vraiment par l'univers du jeu. En particulier, si c'est plus aussi, ça va plus être souvent des jeux famille, on va avoir aussi une gamme enfant là qu'on développe aussi beaucoup, etc. Oui. Plus que le label Gigamic, même s'il est présent et que les gens savent pour la plupart que c'est gage de qualité, en tout cas on espère, mais c'est pas ce qu'on va mettre le plus en avant, c'est vrai. Il y a une gamme enfant qui s'est bien développée ces dernières années. Peut-être pendant un moment, et tu vas nous en reparler Étienne, puisque c'est ton poste, la localisation, pendant un moment, les jeux enfants, c'était surtout de la loca, si je ne me trompe pas. Dis-moi, arrêtez-moi si je dis des bêtises. Hein, mais il me semble qu'il y avait pas mal de loca, notamment des jeux Zor, qui sont chez Gigamic. Mais on a vu du développement aussi dans cette gamme enfant, avec notamment la Maison des Souris, qui a beaucoup fait parler, parce que ce jeu a impressionné beaucoup d'observateurs, de spécialistes des jeux enfants, dont nous sommes, on s'intéresse beaucoup à cette rubrique-là. Vous l'avez développé. Oui. Ah oui, je ne sais pas chez qui je me retourne. Pour la Maison des Souris, c'est plutôt à l'édition. C'est un leg de Benoît et Mathilde qui l'ont trouvé et qui ont travaillé. Alors il a une petite histoire parce qu'à la base il n'était pas vraiment pour nous. Je crois qu'il
que Théo avait demandé des conseils et puis au final on a dit mais attends en fait nous il nous plaît en fait on veut bien le faire. En fait il recherchait les contacts de Dreymager Spiel avec qui on travaille beaucoup pour le labyrinthe magique ne citer que celui-ci. Et oui. Et ça a été une très belle aventure qui a été menée par Delphine qui est plus chez nous qui est parti vers aussi d'autres horizons chez un autre éditeur. Mais ouais, ça a été une belle aventure. Et puis c'était aussi hyper intéressant dans la conception parce que ça nous amène, en fait, ces projets, ils nous amènent à travailler différemment le jeu de par les composants qu'on va y mettre. Donc il y a toute une recherche de comment construire la maison dans la boîte. Il y a aussi tout un tas de trucs qu'on voit pas, mais le fait de rajouter une lampe. Ça implique énormément de choses sur la notion de qu'est-ce qu'il faut mettre comme mention, comme règle, comme test, comme machin. Donc, c'est des projets qui pour nous, les chefs de produits et de projets, nous poussent à voir d'autres façons d'aborder le jeu et qui nous permettent de vraiment avoir un gros plus sur nos compétences. Parce que, voilà, cette fois-ci, on travaille plus juste des cartes, une boîte, une règle, qui sont des éléments tout aussi importants, mais voilà, vraiment cette conception, comment on va créer les décors. Et même pour les illustrations, tu as un travail hyper intéressant de comment je vais recréer un univers, et du coup, tous ces échanges de, alors attends, parce que du coup, là, j'ai ma salle de bain qui est ici, comment on va la démarquer, etc. Comment on peut faire, comment on va habiller le décor pour qu'il y ait quand même un sens, que ce soit visuellement simple, etc. Enfin, ouais, c'est des projets qui sont très porteurs et qui sont très très intéressants à travailler. Et on retrouve un peu des jeux de tout type chez Gigamic. Vous aviez également en localisation aussi beaucoup, et alors en édition peut-être un petit peu moins, mais du jeu expert. mais en fait c'est ça qui est assez particulier pour Gigamic, c'est en fait cette gamme très large, ce scope. Et c'est bien pour ça, l'effet Maison des Souris est très particulier, c'est que parfois, un peu par méconnaissance, on peut penser que Gigamic, c'est les jeux abstraits. Et en fait, pas du tout. Parce que, on va faire du jeu enfant, on va aller jusqu'à des jeux qui sont un peu plus experts. On a Quetzal en faisait partie, qui en fait partie. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'était une création. C'est des créations. Et ça se chevauche entre la localisation et l'édition. On apprend aussi l'un de l'autre. Et c'est pour ça que d'être bloqué parfois sur le jeu abstrait, des gens oublient qu'ils peuvent nous contacter. Et la même chose finalement pour Dreymager, quand il a voulu avoir le contact, peut-être que Dreymager n'est pas focalisé que sur ces types de jeux-là. Bien que. Mais en tout cas, nous on était tout à fait OP pour ce genre d'aventure. Et comme tu dis, les jeux experts, effectivement, on en a fait. Avec quand même une certaine... on n'allait pas trop loin sur le jeu expert, parce qu'avec cette volonté de rester un peu vers du joueur occasionnel, ou quelqu'un qui va vers le gros jeu. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on a fait Mombasa. Ouais. Tu vois, on a eu la même référence. On se dit, alors Mombasa, ça y va quand même solide. Oui, tu as raison. Quelques jeux comme ça, Descendance, c'était Descendance, chez vous. Oui, en fait, un des premiers gros succès de Egert Spiel qu'on localisé à l'époque, on l'a eu. Il a eu le Kenner Spiel en Allemagne, Descendance, The Village. Donc, quelque part, ça nous a mis un pied dans cette catégorie de jeux. Et depuis, on en ajoute régulièrement. Et il y en a déjà dans les tuyaux pour cette année. C'est une bonne nouvelle. Moi, ça m'intéresse de toute manière de connaître un petit peu les jeux qui vont sortir. Je vous cuisinerai un peu après le format pour savoir quels sont les jeux qui vont nous arriver juste avant de manger. Je ne dirai rien. En cuisine avant de manger. En fait, si. J'ai faim. Dès qu'on dit cuisine, voilà, forcément. Je remets quelques photos des débuts quand même, parce que tu nous as envoyé d'autres. Ah oui, je laisse compter. Ça, c'est pas les débuts. C'est pas les débuts, mais il y a un effet mafia là. Qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est peut-être la dernière année. C'est le parking Gigamic. Oui. Alors en fait, à la mi-année, fin juin ou début juillet, c'est le moment où nos commerciaux aussi sont rentrés de déplacement, où les gens sont pas encore en vacances. Donc c'est à peu près le seul moment dans l'année où on arrive à avoir tout le monde au bureau en même temps.
Et donc c'est à ce moment-là qu'on cale toujours une réunion annuelle qui permet de s'arrêter, de regarder en arrière sur ce qui a été fait et de se projeter sur les années à venir, sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, de devenir, de mettre en place, un peu service par service. Et on profite de cette journée-là aussi pour se faire un stop et inviter... Alors souvent c'est un bus impérial qui vient et qui fait de la bouffe directement sur le parking et on passe un moment à bien manger, voire profiter de certains breuvages dont on en voit ici au premier plan. C'est des jus de fruits, c'est des jus de fruits. Des jus de fruits. Et aussi, pourquoi pas, de faire une activité tous ensemble. Donc là, je pense que c'était la dernière année avec les 2 frangins sur la réunion annuelle. Oui, c'est vrai. Effectivement, cette photo, on la trouve parce que comme tu l'as souligné, il y a un petit côté mafieux dans la... Mais c'est ça. De Stéphane et Jean-Christophe. S'ils voient la vidéo, ils vont nous tuer d'avoir mis cette photo. Ah bon? Vraiment? Voilà, c'est classe. Ah bah c'est vous qui me l'avez envoyé, moi je sais pas bien. Je sais. En plus, s'ils sont pas contents, ça va mal aussi passer. Ils sont restés quand même 30 ans, à peu près, hein, j'arrondis, mais 30 ans dans la boîte, pour eux, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. C'est toujours un petit peu leur bébé d'un sens. On parlait tout à l'heure de l'arrivée d'Hachette. Oui. En fait, ça a toujours fait partie pour eux d'une vision au moment où ils allaient céder la société, de ne pas céder juste les titres. De se dire, on revend, et puis l'actionnaire fera bien ce qu'il voudra. Il y a vraiment cette volonté de conserver une pérennité de l'image de Gigamic et surtout de l'équipe en place. D'accord, ouais. De transmettre un petit peu ce qu'ils ont construit, que ça ne disparaisse pas. Exactement. D'où la structuration qui a été mise en place par service, qui a permis aussi à ceux qui ont fait la boîte avec eux au fur et à mesure des années de prendre des responsabilités. Et ce rachat par Hachette, donc pourquoi ça s'est porté aussi pour eux, c'est que c'était vraiment un actionnaire qui portait en lui-même ce discours-là aussi, parce que c'est ce qu'il pratique depuis des années. Et le fait est que ce rachat n'a pas eu de changement au niveau de l'équipe, il n'y a pas eu de services qui ont été fusionnés avec quoi que ce soit, c'est vraiment resté une entité indépendante en termes de vision, de stratégie, etc. et d'équipe par rapport au reste du groupe. Hachette, c'est un distributeur donc de livres à l'origine, mais qui se sont portés sur les jeux de société en rachetant plusieurs acteurs. Vous n'êtes pas les seuls à faire partie du réseau de Hachette. On a plein de cousins. Vous avez quelques cousins avec qui vous travaillez peut-être, je ne sais pas, notamment BlackRock, qui est un autre distributeur, parce que ça, c'est une dimension dont il faut qu'on parle. Gigamic, c'est un éditeur. C'est un éditeur qui fait aussi de la localisation, mais c'est un distributeur. Et vous avez donc un regard qui est sensiblement différent d'autres éditeurs, puisque vous en tout cas, vous portez également d'autres éditeurs plus petits qui s'appuient sur votre réseau, sur vos représentants pour amener les jeux dans les boutiques. On peut en citer quelques-uns. On a Storywear French qui travaille avec vous. French, oui. Studio H. Il y a Studio H qui appartiennent tous les trois, les trois à Hachette. C'est ça. Tout à fait. Ce sont d'autres studios de Hachette. Et il y a aussi des éditeurs qui ne sont pas chez Hachette. Alors il y a Ocaluda, Oui. qui distribue. Fanelia, le livre énigme la clé. Oui. Voilà. Et des jeux comme Chiche ou Pois Chiche, des titres... Makaku, Monique, Oui. Télémi, on va voir Zen Game. Voilà, en fait, des éditeurs qu'on fait rentrer parce qu'il n'y a pas non plus de confrontation directe avec le catalogue qu'on porte soit en édition, soit en localisation. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, nous, éditorialement, ou qu'on n'a pas envie de faire. Ça peut être l'un ou l'autre. Et pour autant, c'est des jeux qu'on peut tout à fait mettre dans les mains de l'équipe commerciale parce qu'ils ont le réseau et ils ont le savoir-faire pour réussir à amener ces bons jeux-là aussi sur le marché. On n'a pas cité Eureka, aussi toute la partie casse-tête. Toute la partie casse-tête qui voilà, on a tendance à scinder le jeu du reste. Mais finalement, le casse-tête, c'est des produits qu'on va trouver de manière très générale dans la plupart des boutiques ludiques. Et donc ça représente notre partenaire belge Eureka et le distributeur
officielle d'une gamme Eusel, des casse-têtes métalliques qui ont une côte formidable un peu partout. Et c'est un peu le casse-tête de luxe, quoi. D'accord. Voilà, je connais un petit peu moins ce domaine-là, mais c'est intéressant également. C'est du casse-tête d'auteur, en fait. Il y a vraiment des auteurs de casse-tête derrière qui conçoivent des nouveaux mécanismes originaux. Et puis surtout, ça vous amène à avoir des métiers qui sont très différents. Donc on peut partir vraiment... Là, on pourrait faire 12 canapés, en fait. On pourrait s'attarder à chaque domaine. Tiens, on va parler de la localisation et ça sera le seul thème de ce canapé-là. Il faut que vous reveniez. Parce qu'on va survoler, forcément. On va être très incomplet sur ces différentes questions. Et il veut son meg. Il faut venir 5 fois au château. T'en es à 2. Mais déjà, t'es plus proche que les autres. Tu auras ton meg. On peut pas faire un leg. Nous, on est venu, tu vois, chacun une fois. Toi, t'es venu 2 fois, ça te fait 5. Alors, on va en discuter après. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas faire la même position que sur la photo. Ça marche pas comme ça, évidemment. Je suis venu 5 fois. On a parlé... Vous m'avez parlé des valeurs de Gigamic avec ces photos et vous m'avez transmis un document top secret qui sera pas simple à dire, mais l'éthique de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui a été créé en 1991, on le voit indiqué en haut de ce document. C'était les valeurs initiales de Gigamic. On aura du mal à tout relire là, parce nous sommes des personnes âgées pour certains d'entre nous, pas tous. Il faut réussir à lire ce qui est écrit. C'est rigolo ça, de commencer, parce que je n'ai pas pensé à faire ça moi sur l'entreprise d'un monde de jeu, j'ai pas pensé à faire une liste des valeurs, jouer, il y aurait eu jouer je pense assez haut dans les valeurs. Effectivement. Bien s'entendre, c'est important aussi, ce genre de choses. Mais les 3 frères ont indiqué chacun ce qui leur tenait à cœur. Alors, quelque chose qu'on peut noter en fait sur ce document-là, c'est que je pense qu'à aucun moment il n'est question de jeu. Ah bon dans le document. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'était en amont de la création de Gigamic. À un moment, ils ne savaient pas encore exactement vers quoi ils voulaient se diriger. Parce qu'ils avaient cette volonté commune de créer quelque chose ensemble. Et on voit quand même qu'il y a des notions de créativité qui apparaissent. Une société qui prend le partage, en fait des éléments qui sont assez inhérents au secteur du jeu, mais le jeu en tant que tel n'apparaît pas. Tous les 3, en fait, ils auraient pu très bien, si les rencontres les avaient portés vers d'autres choses, peut-être faire une entreprise autour de la musique, par exemple, un autre domaine créatif. Ou dans le livre, ou dans le livre, ou la création de l'édition, de mobilier un peu unique. Enfin voilà, ça pouvait être quelque chose de tout à fait différent. Comment ça se fait que vous avez ce document-là ? C'était affiché dans les locaux de Gigamic ? Ils nous l'ont partagé. Ils nous l'ont partagé. Alors derrière mon bureau, j'ai conservé des éléments en fait qui, par exemple, j'ai encore toutes les cotations du jeu Quarto, le premier. En fait, des choses comme ça que eux ont conservé, qui font partie de l'histoire de la boîte. Et au moment où on a fêté les 30 ans, je crois que c'est Jean-Christophe qui l'avait partagé cet élément-là, avec toute l'équipe, pour dire voilà en fait ce qu'on avait imaginé il y a 30 ans. Et en fait, de voir à quel point on colle à ce qu'on s'était dit il y a 30 ans, c'est une vraie fierté. Il y a ça en pleurant, je crois. Et oui, alors, il y avait beaucoup plus de sanglots et de trémolo dans la voix, mais effectivement. Oui. Elle est européenne, elle est silencieuse. Oui, j'ai bloqué dessus. DG, directeur général. Elle est nature à l'écologie. Elle reste souple. Et alors, tout en bas, elle emploie 100 personnes maximum parce que 3 x 33, ça fait 99. Alors déjà, ils sont doués en calcul. Bravo. Hein. Ça, c'était Ludovic, c'est pour ça qu'il est parti en premier. C'est occupé de la compta. Exactement. Et pourquoi 3 x 33, c'est 33, ça va. C'est les 3 frères. Je pense que c'est ça. Et en fait, je pense que pour lui, c'était cette vision d'une boîte qui a trop grossi en termes d'effectifs, tu peux pas garder les mêmes rapports humains. Du coup, de la scinder et peut-être se répartir les métiers. Parce qu'en fait, on le voit par exemple même sur Stéphane, sur la deuxième colonne. Elle fait appel à la créativité et puis juste en bas de l'écran, elle est la dominante commerciale. En fait, on voit déjà nos 2 grandes activités, l'édition et la distribution, qui apparaissent déjà dans ce... Il y a quand même, on s'y amuse, hein, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de jeu. Quand même, on s'y amuse avec... Il y a certains jeux qui sont amusants quand même dans votre catalogue, on ne peut pas dire le contraire. Je prends ça pour un compliment. Non mais c'est très rigolo comme document. Et là peut-être que moi il faudrait que je prenne une feuille et que je fasse ça.
je fasse la liste pour mon entreprise. Je marquerai pareil, il ne faudra pas qu'on soit plus de 100 animateurs. Non, sinon on va s'y perdre, ça marchera beaucoup moins bien. On a quelques autres photos que vous avez envoyées, celle-ci par exemple, qui date un petit peu aussi visiblement. Les gens ont l'air relativement jeunes sur cette photo. Oui, effectivement. L'ancien logo le prouve encore, le tout premier logo. Sur les vestes. Alors ça, c'est une remise de prix d'un prix qui n'existe plus. C'est exactement ça. Il est au bureau. Hein, Oui. Alors, de mémoire, c'est le prix de l'industrie. Catégorie jouet, tu vois, quelque chose comme ça. Oui. Donc, voilà, quelque chose qui est totalement... qui a totalement disparu aujourd'hui. Mais on voit que Jean-Christophe a un sourire forcé au centre. Tout à fait. Stéphane cherche la sortie. Totalement serein. Et Ludovic est pris comme un lapin dans les phares. Et c'est à l'époque où on mettait beaucoup de cravates. Vous en mettez autant aujourd'hui ? La preuve, c'est 0 cravate. Hein, Alors il y a quand même un lien, si on regarde bien, entre la chemise de Joseph aujourd'hui et la cravate de Stéphane il y a 30 ans. C'est vrai. Petit hommage, un hommage. C'est magnifique, quel bel hommage. Voilà, avec Noël Le Graët qui est entre tout le monde là sur la photo. Parlons pas de lui. Tu parles du lampadaire peut-être. Alors parlons des prix, tiens, justement, puisque tu es en train de nous parler des prix. Vous m'avez envoyé une autre photo qui va nous permettre de rendre hommage également à Mathilde, qui a représenté Gigamic pendant des années, qui était très très présente, qui était un peu l'image de Gigamic, puisqu'elle se déplaçait notamment auprès de la presse. On la voyait chez Trick Track régulièrement pour présenter les jeux de société. C'était une image très forte et ça l'est toujours parce que Mathilde continue à travailler dans le monde du jeu actuellement. Elle est chez Helvétique. Mathilde, vous le savez, de toute façon je vous apprends rien. Ah bon? On m'aurait menti. Oui, voilà, elle est partie au moment de la revente aussi, un petit peu après. Elle est repartie un an et demi après à peu près, dans ces eaux-là. Effectivement, elle part aussi envie d'ailleurs et de se lancer un nouveau challenge. Oui, parce qu'elle n'est pas partie dans le jeu d'ailleurs au tout départ. Elle a fait d'autres choses avant de revenir dans le monde du jeu. Et alors ce qui est frappant aussi, c'est que Mathilde, elle occupait plusieurs postes. Parce que d'une certaine manière, elle occupait ton poste, Ariane, puisqu'on la voyait très très souvent à l'écran pour présenter les jeux de société. La boîte a beaucoup changé, le monde du jeu a beaucoup changé par rapport à cette époque-là. Parce qu'elle était aussi... une des têtes pensantes de la boîte. Arrêtez-moi, hein, parce que là j'étais pas à l'intérieur, donc je sais pas exactement comment ça se passait, mais son influence était évidente. Elle faisait partie des anciennes, j'allais parler au présent, et du coup, parce que bon voilà, on a travaillé quand même pas mal d'années ensemble, et au-delà d'être collègues, on est amis, et effectivement, je sais plus combien on était quand elle est arrivée, mais on était peut-être une dizaine, versus plus de 40 maintenant. Et forcément, on avait une proximité avec les frangins qui faisait qu'on allait, que ce soit dans le travail éditorial, peut-être trouver un titre, une orientation graphique, etc. Tout se faisait dans ces axes-là. Donc, effectivement, l'organigramme à l'époque était très, très clair. Hein. C'était donc Jean-Christophe et Stéphane et le reste du monde. Mais néanmoins, avec cette participation qu'on pouvait avoir, nous, dans nos métiers respectifs, on était vraiment à proximité. En tout cas, effectivement, Mathilde, elle a marqué vraiment sa présence au grand public. Et ça, c'est, hormis le travail qu'elle a fait quotidiennement, que ce soit en édition, en communication, derrière, effectivement, c'est l'image de Gigamic pendant des années. Et ça, c'est fort parce que il faut avouer, on est très humain dans la boîte, mais on n'est pas des champions. On n'était pas des champions de la communication. C'est gentil de le mettre au passé. C'est exactement ça. Là, tu vois, là, contrairement, là, j'ai utilisé le passé. Et effectivement, c'est peut-être, il y a un effet de, je sais pas si on peut mettre ça dans la case humilité, ou en tout cas, c'est les actes qui prouvent. Mais ça va peut-être de pair avec cette boîte humaine à pas trop être clinquant ou à en mettre trop plein la vue, mais plutôt dire on fait notre chemin pas à pas, on avance sereinement en bon père de famille. Ça, c'est souvent été utilisé dans leurs expressions. Mais voilà, effectivement. Et puis il a inventé aussi un rôle dans les années 2010, on va dire, parce que c'est pendant cette décennie-là où on l'a beaucoup vu chez Trick Track et ailleurs,
présenter les jeux de société. Et finalement, ce rôle de communicant, d'emblème de la boîte, d'autres l'ont occupé dans d'autres boîtes aussi, mais elle fait partie des précurseurs dans ce domaine-là. C'est ton héritage, Ariane, aussi, puisque maintenant, est-ce que tu es amené, toi, comment se passe le rôle de communicant aujourd'hui, tel que tu le conçois, tel qu'il est formulé? Est-ce que tu es amené à te déplacer partout, à représenter la boîte, ou alors c'est plus dilué que ça n'était à ce moment-là? Non, mais quand même, et déjà, c'est un rôle maintenant, c'est plus une seule personne qui l'endosse. Oui. Ça a pris, comme tu dis, beaucoup plus d'ampleur. Déjà par la multiplication des médias, tout simplement. Parce que maintenant, on va communiquer sur tous les réseaux sociaux déjà existants, il y a de quoi faire. Que ce soit même du live, du TikTok et tout ça. Enfin, tout s'est un petit peu rajouté au fur et à mesure des années, sans pour autant délaisser les médias plus classiques aussi. Donc, on continue à communiquer en télé récemment, on a communiqué sur du TF1, on communique aussi en radio, on va communiquer en print. Enfin, on ne doit pas délaisser tout ça, et en parallèle, il y a tout ce qui est digital qui se rajoute. Et puis, comme tu dis, aussi la proximité. Donc, on va être aussi amené à aller directement rencontrer les différents acteurs du milieu ludique au niveau de la com. T'en fais partie. Et aussi pas mal d'autres. Et donc, c'est à la fois en festival, mais c'est vrai que ce qui fait aussi la particularité, je trouve, de Gigamic, c'est qu'on est très vite, et quand je dis on, c'est pas que la com, c'est aussi au niveau des commerciaux, etc., à se déplacer directement, que ce soit dans les boutiques, que ce soit aussi dans différentes villes. C'est aussi peut-être le fait qu'on soit à Vimereux, du coup on sait qu'on n'est pas centraux, donc on va vite être à aller à Paris, dans le sud de la France, même en Belgique, etc., pour justement aller voir directement les personnes, leur présenter les jeux, puis avoir tout simplement, même au niveau de la com, on aime bien rencontrer les différents influenceurs avec qui on travaille, même les médias, au niveau de la presse, etc. On va les voir de temps en temps pour leur présenter les nouveautés, pour se rencontrer, discuter des contenus. Du coup, c'est assez dense, et aujourd'hui en com, on est surtout à deux. Du coup, moi, j'ai pu faire la partie francophone, et ma collègue plus l'international. Et déjà ça, c'est déjà une grosse part, et pareil, après le digital et plus les médias classiques. On se répartit ça entre nous, et c'est vrai qu'à deux déjà on est pas mal prises. Donc Mathilde qui faisait ça en plus de l'édition, c'était pas mal. Je crois que ça a incroyablement changé par rapport à cette époque-là, parce que là tu nous as parlé des influenceurs. Déjà les influenceurs, il y avait des gens qui commentaient, mais on n'utilisait pas ce terme-là, parce que finalement sur la représentation de la boîte, évidemment vous allez représenter la boîte sur les différents supports, et vous avez lancé, tu m'as dit, une chaîne Twitch aussi. Ouais, c'est ça. C'est un petit mais les influenceurs sont des acteurs extérieurs qui sont aussi des intermédiaires avec lesquels vous travaillez également. Ouais. Ils vont nous aider à créer du contenu, que ce soit eux du contenu qu'ils font suivant leur style avec nos jeux, ou des fois nous on va aussi essayer de créer du contenu avec eux, comme là par exemple sur Twitch, on va essayer maintenant d'inviter d'avoir vos propres contenus. Ouais, c'est ça. Mais on va inviter, par exemple là pour un des premiers lives, on va inviter Tarsa, qui elle fait déjà ça depuis un certain temps, et donc ça nous permet de toucher aussi peut-être un peu plus sa cible, et puis en même temps d'avoir son expérience, nous, qui nous est bénéfique, et de créer des petits événements. J'ai une question qui est très floue, je ne sais pas si tu pourras y répondre spécifiquement, mais est-ce que vous avez une idée précise? Tu m'as dit que tu venais aussi pas forcément du jeu de société auparavant, mais est-ce que tu as une idée précise de, entre guillemets, ce qu'il faut faire en communication, ou alors c'est une invention permanente? Oui, je sais que ma question est floue. Complètement flou. Bon courage. On va y aller. Non, mais c'est ton métier en réalité, donc c'est un domaine dans lequel nous-mêmes on est perdus, nous qui travaillons dans la communication, on ne sait jamais vraiment ce qu'il faut faire, et on est tout le temps en train de se remettre en question. Justement, nous, comme au sein de Gigamic, ma collègue Rawan et moi, en fait, toutes les deux on vient pas du jeu de société. Oui. Moi je suis une grosse joueuse en dehors. J'ai un blog que je co-gère avec d'autres, j'ai fait animatrice, etc. Mais même Rawan, en fait, elle vient pas du tout de là, elle vient même de la mode. Donc voilà, et du coup, on arrive toutes les deux avec notre expérience, moi plus du coup dans les médias classiques, parce que moi je viens vraiment de la publicité. J'ai déjà fait des spots radio, des spots télé et tout ça, puis elle vient avec son expérience du digital, et puis aussi son plus jeune âge. et du coup, toutes les deux, on essaye, en fait, on traite Gigamic, c'est du jeu de société, mais on essaie surtout de porter l'entreprise, et de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut être présente un petit peu partout, parce que maintenant c'est hyper important. Et puis comme on le disait plus tôt, c'est vrai que là quand on est arrivé, on s'est rendu compte toutes les deux parce qu'on arrivait à peu près en même temps en fait,
toutes les deux arrivées l'année dernière. Et que voilà, Gigamic communiquait surtout sur les jeux, comme on le disait. Et on essaye petit à petit d'inclure un peu plus peut-être la marque, d'inclure... Voilà, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas quelque chose qui se fait encore trop. C'est nouveau, oui. Et puis j'ai le sentiment que c'est un métier dans lequel inventer des choses avant les autres, c'est réussir à trouver des solutions. Parce que nous, on le vit en tant que chaîne. C'est si on fait un super format qui marche du feu de Dieu, forcément, d'autres éditeurs vont nous demander ce format était vraiment cool, il faudrait le faire. Sauf qu'il faudrait déjà trouver le nouveau format qui, lui, va marcher du feu de Dieu. Parce que ce qu'on refait, c'est pas toujours ce qui fonctionne. C'est ça. Et puis là aussi, tous les autres éditeurs s'y mettent de plus en plus, j'ai l'impression. Bien sûr. Ouais. Et on regarde aussi un petit peu ce qu'ils font. Il y a plein de choses qui sont hyper chouettes, qui se font à droite à gauche. Et le milieu du jeu de société commence à se professionnaliser de plus en plus au niveau de la com. Et c'est agréable, en fait. Voilà. Donc une chaîne Twitch à suivre. Alors comment on peut être informé de ce que vous faites? Vous avez un créneau qui est régulier sur ce... On fait ça pour le moment les jeudis. Ouais. Soit sur le temps de midi, soit en soirée en fonction du format. Le temps de midi, ça va plus être des petites discussions. Et puis le soir, on va essayer maintenant de faire plus des parties filmées. Où du coup, c'est plus facile d'avoir des invités parce que souvent, c'est des gens qui ont un boulot aussi en dehors. Et donc voilà, pour le moment, c'est fixé là-dessus. Puis bon, on verra sur le futur. Et donc une chaîne TikTok, une chaîne Instagram forcément, un compte Instagram. Ah oui, tout le reste, tous les réseaux Facebook, sociaux. Twitter, total. LinkedIn. Suivez les Gigamic sur LinkedIn. C'est là qu'il faut se connecter. Ouais, non, mais c'est des questions qui sont complexes, difficiles de trouver les bonnes réponses pour ces différents formats. On a la photo là sur une remise. Alors c'était une sélection à l'époque, c'était Flamme Rouge qui était nominée à l'As d'Or, qui n'a pas remporté, mais tu as vu de magnifiques diplômes à cette époque-là pour repartir avec. Ça a un peu évolué, hein. Maintenant il y a des prix qui sont... Alors c'était même l'année où on a été triplement nominé. Ah oui. Les trois. Et triplement défait, avec Perle à tête en jeu enfant, Flamme Rouge en tout public et Great Western dont on parlait tout à l'heure. Mais bon, vous n'êtes pas les éternels seconds non plus, puisque vous avez remporté quelques prix. Si on regarde que l'As d'Or, parce que j'imagine que des prix, il y en a eu plein de types différents, mais c'est le principal en France. Et là, cette année, c'est une année particulière parce que j'en ai pris 3, il y en a d'autres, mais dans la catégorie famille et Acropolis, c'est vraiment un jeu qui s'est installé sur les tables de tous les joueurs. Dans la catégorie enfant, riche année, hein, celle-ci. La colline au feu follet, qui est une localisation, remporte aussi un très très gros succès. Et puis Critical, on a envie de le souligner quand même. Nous, on défend ce jeu, on adore ce jeu. Dans la catégorie un peu plus initiée, un peu plus expert peut-être, c'est un jeu qui a amené beaucoup de joueurs à découvrir le jeu de rôle. Bravo! Bravo pour cette année, pour ce travail éditorial aussi, parce qu'il y en a 2 que vous avez produits. Acropolis et Critical, c'est l'édition, effectivement. D'ailleurs, il faut faire un petit coucou aussi à Alain, quand même, qui remplace Mathilde, puisque, bien sûr. Voilà, qui devait venir, mais je lui ai piqué la place parce que je veux le mug. Donc, mais oui, et puis je fais aussi un coucou à Caro, parce qu'on est 3. Mais ouais, c'était une très belle année, avec beaucoup de travail, beaucoup de passion. Et on est très content d'avoir poussé ces jeux et de les voir réussir, parce que c'est très dur aujourd'hui d'avoir des jeux qui perdurent et qui s'installent. À l'édition, c'est quand même des sensations souvent de se dire, bon, on va tout donner et on sait pertinemment que... Il faut acheter les jeux quand même. Vous donnez tout jusqu'à un certain point. Bien évidemment. Mais derrière, on sait que la compétition est très rude et qu'on ne va pas pouvoir avoir peut-être le retirage. Oui. Et quand on a sur une année 2 jeux Acropolis, n'en parlons plus, mais Critical se porte super bien, il va avoir sa saison 2, etc. Il rencontre son public. C'est vraiment hyper positif pour nous, quoi. On a la saison 2 juste à côté, on a envie d'y jouer. On a fait les 3 premiers scénarios grâce à toi. Hein. L'été dernier, on a eu l'occasion d'y jouer, mais j'ai pas continué. Forcément, on n'avait pas la boîte. On a envie de découvrir ce qui va se passer dans la suite de l'aventure. Ouais, c'est vraiment un super jeu. Celui-ci en particulier, il nous touche un petit peu parce que on a tous envie, nous joueurs, d'avoir ces sensations de jeu de rôle. On a rarement le temps, notamment de préparer la soirée. Parce qu'à la limite, les soirées, on les a, mais c'est plutôt préparer la soirée, c'est compliqué. Critical, ça nous offre cette possibilité-là
directement, d'avoir les clés en main en tout cas, et puis quand même de s'éclater à raconter n'importe quoi autour de la table, tout en construisant une histoire fabuleuse, forcément. Et oui. Et oui, c'est parfait. Hein. Pour les anciens rôlistes qui ont plus le temps, ou ceux qui ont envie de transmettre facilement, ça s'y prête parfaitement, quoi. Et c'est là où en fait, c'est vraiment un des projets un peu atypiques qu'on a mené cette année, parce que Gigamic était tout sauf attendu sur ce genre de jeu. Et ça fait partie des éléments où, au gré de discussions avec les membres de l'équipe, que ce soit à l'édition, comme avec Étienne, avec la com, etc., on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, mais de le faire à notre sauce. Et on n'est pas du tout éditeur de jeux de rôle, on se prétend pas éditeur de jeux de rôle, mais par contre, là où on peut avoir une force dans la compréhension d'un marché un peu plus grand public. Et donc d'essayer d'apporter un jeu de rôle, mais beaucoup plus accessible, c'était vraiment le défi de départ, un défi qui, je pense, est grandement réussi au vu des très bons retours qu'on a sur cette saison 1. Est-ce que l'arrivée d'Hachette, ça a changé quelque chose ou pas du tout? Là-dessus, c'est des lignes éditoriales qui sont construites en interne. Je vais essayer de répondre directement. Ah bah c'est chaud, ouais. Non, pas du tout. On n'a aucune directive en fait, à l'édition. Donc moi maintenant, donc c'est Alain qui a repris le pôle. Caroline et moi, on est les deux chefs de projet. En fait, la ligne éditoriale de Gigamic, c'est Gigamic qui l'a construit. Et comme le disait Benjamin, elle se construit autour des équipes. On a vraiment on fait peut-être pas tous les ans, mais de manière assez récurrente, on va se poser autour de la table avec vraiment tous les pôles de l'entreprise, que ce soit les commerciaux, l'export, même effectivement la coédition, etc., pour réfléchir sur où on en est de la ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on veut pousser, qu'est-ce qu'on aimerait faire, quelles sont les nouvelles pistes qu'on voudrait aborder. Et effectivement, il y a quelques années, c'était le jeu de rôle qui est sorti de cette discussion en disant, en fait, voilà, il se passe quelque chose, ça a l'air assez cool, et tentons l'expérience. Mais il fallait d'abord trouver aussi le jeu qui allait permettre, du coup, cette opportunité. Et là, on renvoie vers la vidéo qu'on a faite avec avec Christophe Valla qui était venu et qui nous avait raconté comment ça s'est passé, comment la rencontre s'est passée. C'est intéressant. Alors, je vous invite à aller la regarder. Peut-être deux mots aussi, Étienne, sur la colline, où en fait, le travail de localisation, c'est pas juste de prendre une boîte et de la traduire. C'est ça. C'est pour ça, la localisation, c'est pour ça que nous, en interne, on a beaucoup utilisé le terme coédition, qui, à l'extérieur de Gigamic, est très mal interprété parfois, en tout cas, pas très bien compris. C'est parce qu'on ne va pas se contenter de mettre un jeu en français. Et voilà, on ne va pas le traduire bêtement, on va apporter quelque chose. En fait, déjà, si on le sélectionne, c'est qu'on le pense être capable de toucher son public en France. Mais ça ne s'arrêtera pas à son concept et à son état. Et on va pouvoir le transformer, alors que ce soit pour le mettre dans une boîte en métal, comme on a pu évoquer une gamme, ou encore là pour la colline au Faux-Follet, qui s'appelle Zauberberg en allemand. Ah, mais c'était bien comme titre. C'est sonnant, c'est chantant. Tous les mots qui finissent par Berg. Berg, voilà. Et donc, il fallait trouver ce titre, mais au-delà de ça, le graphisme était très orienté selon les goûts allemands. On en parlait déjà tantôt. C'est une expression utilisée beaucoup dans le monde du jeu, orienté allemand au niveau graphisme. Voilà, ça veut dire moche. Voilà, c'est une manière très polie de dire c'est pas notre cam. Et on a fait appel à un illustrateur, Clément Nutter, qui a pu retravailler l'ensemble de la boîte. Et ça tombe bien parce qu'il est proche de chez nous, il habitait tout près. Et en plus, on le connaît par l'intermédiaire de Joey qui travaille avec nous dans l'équipe de localisation. Et avec notre binôme conforme avec Aurélien d'ailleurs.
On va en profiter au fil de la discussion de dire bonjour à toute l'équipe. Et on le fera. Il en reste 26. Il en reste 26. Bon, essayez de retrouver tous les prénoms et de les retenir. Et, vous avez déjà dit tous les pôles. Voilà. C'est pas mal. Mais, et le fait est que là, son ami Joey était papa récemment et en son absence, c'est lui, Clément, qui l'a remplacé au sein de Gigamic et donc qui a continué de bosser. En tout cas, il était très fier de faire ce projet avec nous, Clément, sur cette boîte, parce que c'est son premier projet en jeu de société. Et étant donné la courbe de visibilité de la colline de Feu Follet, c'est plutôt une bonne affaire pour lui. Sur son CV, c'est très chouette. Oui. Et on le remercie pour ça. Alors, on va passer à notre traditionnel jeu des enveloppes. On a quelques enveloppes qui sont... Le redouté jeu des enveloppes. Bah ouais, c'est la première fois que vous venez au chalet, donc il fallait le faire obligatoirement. J'ai pris une série de jeux qui sont apparentés, liés à Gigamic, en tout cas à l'histoire de Gigamic, qui sont à l'intérieur de ces enveloppes. Vous allez pouvoir les regarder, je vous en donne une chacun. Merci. Vous allez pouvoir ouvrir ces enveloppes, sortir les jeux et il y a 3 questions. Ce sont les mêmes jeux à chaque fois. Ouais. Il y a 3 questions traditionnelles, elles aussi. Vous allez choisir pour chacune de ces questions un jeu qui correspond, d'après vous, à la question. Le jeu qui aurait mérité l'As d'or, parce que vous trouvez que c'est dommage, il n'a pas eu de prix, mais il l'aurait mérité vraiment. Un autre jeu dont vous ne choisissez pas le même, sur lequel vous avez un regret. Ça peut être un regret négatif, genre vraiment c'était nul, pourquoi on a édité ça? C'est jamais arrivé bizarrement quand je propose. Ou alors simplement un regret parce que peut-être que c'est pas suffisamment vendu, quelque chose qui n'est pas nécessairement négatif, mais qui vous amène à vous souvenir de ce jeu-là. Et enfin, un jeu auquel vous auriez envie de jouer là, maintenant. Et si c'est le même? Non, c'est pas le même, vous n'avez pas le droit. On veut des jeux différents. Quel jeu aurait mérité l'As d'or, d'après toi, Joseph? J'ai prêché pour ma crèmerie. Hein. Pour moi, c'est vraiment la maison des souris. Ouais. Qui était pas loin, hein, honnêtement. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'un jeu de Théo Rivière remporte l'As d'or cette année-là, puisqu'il en avait 2 sur 3 dans la sélection. Donc, on s'est dit, ok. Donc, déjà, on va pas lui sélectionner 2 jeux pour pas lui donner un prix quand même. Eh ben, si, il n'a pas eu le prix. Après, voilà, ça remet pas du tout en question. Non, qu'il a gagné, c'est pas le but. Mais je ouais, sais même plus lequel c'était. C'était Attrape-Rêve non, c'était Dragomino. Dragomino. Mais oui, je pense que nous, on y croyait quand même. Et on était très contents du travail qui était fourni. Et ouais, pour moi, il aurait mérité. C'était un jeu aussi extraordinaire dans la mesure où il a apporté une dimension de narration dans le jeu pour enfants qui était presque absente, alors que dans les livres pour enfants, l'aspect narratif, forcément dans un livre c'est important, mais le ton, ce regard-là, on le trouvait très peu dans les jeux de société qui étaient basés souvent sur des mécaniques. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et c'est plutôt une des avancées de ces dernières années qu'il faut souligner. C'était l'un des premiers jeux à amener ça. Ouais. Étienne ? J'avais envie de mettre Maison des souris aussi, voilà, surtout énormément de monde a travaillé dessus et ça a beaucoup joué. Moi j'ai mais voilà, à mon tour de prêcher pour ma paroisse. Voyez-vous. Je pense à Similo. Similo qui s'est maintenant décliné en pas mal de versions différentes. Mais c'est un concept tellement fort et de simplicité et d'efficacité pour dire un qui est malin, intelligent. En fait, il est ultra pertinent. Et Nayad en illustrateur, autant dire, ça envoie du lourd. Et pour moi, il y avait quand même tout ce qu'il fallait pour un As d'or. Vraiment grand public et pour longtemps. Et Similo, c'est un jeu qui existait à l'étranger, je ne me trompe pas? Alors Similo, c'est un jeu qui est édité par Horrible Guild, un éditeur italien, dont on fait la localisation. Mais sur lequel vous avez refait un travail dingue, parce que la version étrangère, elle n'est pas du tout pareille. Alors, on l'a adapté dans un format qu'on reconnaît, pour étant celui de Gigamic également. Mais effectivement, de leur côté, en Italie et ailleurs, c'était un format peut-être plus classique, en tout cas. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment son concept en lui-même qui pour moi méritait. Benjamin ?
La maison des souris, je te rejoins. Je vois encore la déception qu'on avait là, tous ensemble à regarder, puis à devoir le. Oh, ça a pété la soirée. Voilà. Donc, non, mais heureusement, c'est important d'être déçu parce que sinon, ça voudrait dire qu'on ne croit pas en son jeu. Il faut absolument être convaincu que le jeu qu'on édite mérite l'As d'or. Ça n'enlève pas les mérites de ceux qui l'emportent, mais bien sûr, la déception, elle est plutôt bon signe, moi je trouve. On est d'accord. Puis voilà, c'était vraiment en fait un projet qui était tout nouveau au-delà de tout l'aspect enfant. C'était un projet qui était très technique sur la gestion de la lumière, les ouvertures des fenêtres, qu'on a agrandi, rétréci, changé les vernis parce qu'il y avait trop de lumière, évaser les murs pour que la lumière se diffuse mieux. En fait, il y avait tout un travail d'ingénierie presque sur lequel on n'était pas du tout habitué à ça. Et le travail avec Elodie, Clément Elodie, Théo et Jonathan a été super chouette tout du long. Donc voilà. Et ce qui est dommage en fait, c'est que là, ce que tu nous dis très rapidement, alors on ne fait pas une émission sur la maison des souris, mais c'est des choses que j'ai pas forcément beaucoup entendues à ce moment-là. Des choses sur lesquelles c'est chouette de communiquer, et j'imagine que tu peux le faire beaucoup plus aujourd'hui. C'est essentiel, cette expérience, le regard que vous avez en création, toutes les recherches qui ont été faites, le côté, l'aventure éditoriale de manière large. On a besoin de la connaître d'une certaine manière. Est-ce qu'on va arriver un jour, comme aux Oscars, à avoir une campagne de communication avant les prix, justement, pour que surtout le jury ne loupe pas ces informations-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, de manière générale, ces informations-là, on en a besoin, parce que c'est ce qui fait aussi la culture du jeu. Et quel jeu as-tu choisi, Ariane? Avec une grande surprise. J'ai choisi aussi La Maison des Souris. Bon, j'étais pas encore chez Gigamic à ce moment-là, mais c'est vrai que moi, j'y croyais fort aussi. En plus, aussi un jeu conçu par des Belges. Je viens de Belgique. J'ai trouvé ça fort sympathique. Donc voilà. Il n'est pas très très belge, hein, Théo Rivière, en vrai. Il fait semblant d'être belge. Mais moi aussi, je fais semblant d'être belge. Voilà, j'ai senti une affinité à ce niveau-là. Mais voilà, malgré que je sois chez Gigamic depuis pas très longtemps, c'est encore un jeu sur lequel je communique. Oui. En fait, et sur lequel je prends plaisir à communiquer. Par exemple, là, on a fait une petite campagne avec Mickey Magazine aux alentours de Noël. Enfin, voilà, et c'est encore un jeu, je vois, quand j'en parle aux partenaires, voilà, qui sont peut-être un petit peu moins dans le milieu du jeu de société, qu'on n'a pas forcément entendu parler, ça fait encore un effet waouh aujourd'hui, malgré que le jeu est déjà quelques mois, années pour nous. Là, c'est un jeu sur lequel voilà, on peut encore communiquer aujourd'hui et qui marche bien. On va passer à la catégorie l'instant de tristesse, le jeu sur lequel on a un petit regret. Il va vous mettre la larme à l'œil, forcément, je m'attends à ça. Est-ce que tu veux relancer cette catégorie? Allez, Joseph? Je l'ai pris au hasard parce que je n'ai pas vraiment de regret. Non, pas du tout. Moi, mon petit regret, c'est Pichou. C'est Pichou. Qui a eu deux boîtes, hein? Qui a quand même eu deux boîtes. Pichou 2. Alors moi, c'est le genre de jeu que j'aurais aimé vraiment avoir pré-ado, tu vois, 13 ans. C'est génial. Voilà, c'est le genre de truc. Donc un jeu de pichenette. Un jeu de pichenette, je trouve le principe génial, le côté des équipes, des pouvoirs, des machins, un peu, un peu cool. Et le regret surtout, c'est, je pense, enfin Étienne en parlera peut-être, pourra rebondir, mais c'est qu'il s'est pris vraiment la vague de Covid de plein fouet. On avait prévu plein d'animations pour faire des compétitions, des tournois et tout ça, qui sont vraiment des choses qui font vivre ce genre de jeu. Et malheureusement, avec les restrictions sanitaires, etc., ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et je pense que c'était un peu dommage, parce que c'était un chouette projet, ça. Nous, on a vraiment trouvé ça super bien, ce jeu-là. On a pris plaisir à y jouer. Et j'étais content de voir une deuxième boîte qui arrive sur celui-là. Mais c'est vrai que les annonces présidentielles disant interdit de faire des pichenettes pendant cette période, c'est beaucoup trop dangereux. Ça n'a pas aidé le jeu nécessairement. Quel est le jeu que tu as choisi? Eh bien, voilà. À peu près tout a été dit, mais c'est Pitch Out, exactement, avec Jean-Pierre des éditions Jocus, qui ce projet-là, quand il nous l'a amené, franchement, j'ai très vite cru dur comme fer, et ça a pris possession aussi de la boîte de Gigamic à ce moment-là. Et effectivement, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et quelque part, il y a une discussion un peu en parallèle de ça, c'est que il a existé, mais
un peu sous cloche. Ouais. Et ce qui fait qu'aux yeux des boutiques, eh bien, ce n'était plus une nouveauté également. Ce qui fait qu'avec toutes les successions régulières de nouveautés, on va dire la vie qui continue, eh bien, ça a un petit peu éclipsé ce jeu. Alors, il est encore présent. Oui, parce qu'il est encore en boutique là Il est actuellement. encore en boutique, il tourne encore. C'est simplement qu'il faut réussir à lui redonner cet élan nécessaire, qu'il mérite amplement. Est-ce que c'est possible ça, de relancer un jeu? Est-ce qu'en communication, vous pouvez retravailler en vous disant on va mettre le paquet là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je crois que tu as choisi le même, Benjamin, c'est ça? Tu peux parler. Effectivement, j'ai choisi le même, en fait, pour exactement les mêmes raisons qui ont été dites. On sait que c'est un jeu, en plus de ça, qui fonctionne du tonnerre en festival, en salon, etc. C'est un jeu, en fait, qu'on anime encore beaucoup. Ça fait partie des jeux où les gens systématiquement s'arrêtent, font une partie, trouvent ça fun, en font une deuxième, une troisième, etc. Et au final, ils squattent le stand pendant 7 heures. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très marqué sur ce jeu-là. Relancer un jeu aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Pour les raisons qu'Étienne citait, l'afflux de nouveautés constant qui attrape la lumière et qui ne laisse pas forcément exister des jeux qui ont peut-être eu un lancement un peu plus mou, ou pas, en tout cas, pas énorme. Et ce qui était là, par contre, possible il y a quelques années. Oui, d'accord. Et puis avec un système de boutique aussi qui fait qu'elles sont très axées sur la nouveauté et que c'est peut-être plus difficile de les convaincre de remiser sur un jeu dont la période de sortie est déjà passée. Tout à fait. Quel est le jeu que tu as choisi? Bah alors, j'ai pas du tout choisi comme vous. Moi, j'ai mis la colline au feu follet. Tout simplement, c'est plus à portée perso. Parce qu'en fait, comme je disais, moi, je suis assez nouvelle dans l'équipe Gigamic. Je suis arrivée vraiment pile pour Essen. C'était un démarrage en trombe. et en fait, c'est à peu près quand la colline est sortie. Et du coup, un peu comme le disait Benjamin, c'est vrai que niveau com, on va mettre beaucoup de paquets quand un jeu sort. Et du coup, moi, je suis arrivée un peu quand la com de la colline était déjà un peu passée. Même si du coup, il y avait personne à ce moment-là à mon poste, donc c'est un peu plus passé... ça a plus été en sourdine, en fait. Ça a été un succès par le prix que ça a remporté en Allemagne, etc. Puis aussi parce que le jeu est vraiment bon. Du coup, il s'est un peu porté par lui-même. Et donc, c'est un peu une frustration pour moi de ne pas avoir pu contribuer à la com de ce jeu, en fait. On va terminer avec le jeu auquel j'ai envie de jouer, là tout de suite. Ça tombe bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Joseph, quel est le jeu auquel tu as envie de jouer là tout de suite et peut-être on y jouera ensemble? Valbara. Peut-être on va pas y jouer ensemble parce que moi j'ai déjà joué et là j'ai envie de jouer à des jeux auxquels j'ai pas encore joué. J'ai pris un jeu des copains de Studio H. Que vous distribuez. Qu'on distribue. Voilà, moi j'adore ce genre de jeu, petit jeu de cartes, hyper efficace, à combinaison. C'est encore un joli coup de Hicham, et puis c'était aussi une occasion de lui faire un petit clin d'œil. Voilà. Indépendamment de la chemise. Donc, l'hommage de la chemise. C'est un triple hommage. Voilà, magnifique. Formidable. La cravate, Hicham, je t'embrasse. Voilà. Valbara, donc un gros succès de Studio H sur la fin d'année dernière. Étienne? Eh bien, je vais me tenir à mon premier choix, parce que j'avais très envie de mettre la colline au feu follet, parce que ça voudrait dire que je suis en train de jouer avec mes enfants. Mais ils n'ont pas pu venir au chalet, voilà, et pourtant Dieu sait s'ils se seraient bien amusés exactement, dans boule de neige pour eux, tant pis. Voilà. Mais du coup, Acropolis, parce que c'est un peu ma cam, justement, cette petite gestion, là, des interactions, même si parfois indirectes, en tout cas, on se retrouve à créer son petit chez-soi, là, et à essayer d'optimiser ses points. Là. Quand on est un peu gamer comme moi, on aime bien faire ce genre de petites choses. Un gros succès. Dans votre classement des meilleures ventes, juste comme ça, par curiosité, si vous le connaissez vraiment, est-ce que c'est un jeu qui, parce que gros succès cette année 2022, se classe directement très haut dans la liste des jeux, ou alors vous avez des locomotives tellement fortes que les nouveautés mettent plus de temps à intégrer le haut du classement? Ils sont dans le top. Cette nouveauté-là, elle l'est. Il atteint le top 10. Le top 10, et ça c'est marquant, parce que il y a beaucoup d'éditeurs, quand ils ont une grosse sortie comme ça, c'est le top 1 pendant 1 ou 2 ans. Et puis... c'est quelque chose qui est en fait très marqué chez nous,
en interne, c'est cette volonté de porter dans la continuité des jeux. Ouais. Faire des gros coups, on n'a pas très envie de le faire, et en plus de ça, on ne sait pas le faire. Par contre, de porter des jeux dans la durée et avoir des niveaux de vente, parce qu'encore une fois, on est aussi distributeurs qui réussissent à grimper progressivement d'année en année, c'est le cas. Chez nous, les meilleures ventes, ça reste aussi des jeux qui sont anciens, voire très anciens. Gagne ton papa, le 6 qui prend, le Galérapagos, le Mytho, le Bazar Bizarre, Wasabi, le Saboteur. En fait, des jeux aussi qui sont présents depuis des années sur le marché, mais qu'on continue à travailler avec forcément un public qui s'élargit, un réseau qui s'élargit sur ces titres-là, mais qu'on ne souhaite pas laisser tomber. Cette année, on a eu dans le top 20 5 nouveautés, je pense, qui sont placées dans le top. Ce qui est un bon score. Ce qui est un bon score pour nous. Peut-être pas pour d'autres éditeurs. Non, chez la plupart des éditeurs, mais qui sont aussi moins gros, j'ai envie de dire, parce que Gigamix est quand même très bien installé. La plupart des éditeurs, leurs nouveautés de l'année sont leurs meilleures ventes de l'année. Et si c'est pas le cas, c'est très problématique. Pour nous, si ça devenait le cas, ça veut dire que ça serait problématique sur la plupart de nos lignes. Mais ouais, cette année, c'est vrai que les succès de Acropolis, on en a parlé, La Colline, le Similo Harry Potter, Hilo, qui est sorti, et le jeu Monique, aussi, qui se hisse dans ce top 20. C'est vraiment ces 5 jeux-là, si j'ai rien oublié, j'espère. Alors, quel est le jeu auquel tu auras envie de jouer là tout de suite? Gozu X, nouvelle version de Gozu, 3e version de Gozu. Exactement. Puisque c'est un jeu qui a été publié initialement par, alors comment ça s'appelait, Monster Game, à l'époque, puis Sorryware French, qui fait partie en tout cas du catalogue de Hachette que vous distribuez. Exactement. En fait, là, c'est une petite Madeleine de Proust, parce que ça fait partie des jeux sur lesquels j'ai fait mes armes. Je n'ai pas joué une partie complète de la version repimpée pour l'instant, mais voilà, j'ai envie de retrouver la sensation que j'avais connue il y a quelques années de ça, et sur lesquelles j'avais pris beaucoup de plaisir. Est-ce que tu travailles sur ces jeux-là, toi, en communication, ou pas spécialement? Tu t'es concentré sur les sorties Gigamix, spécifiquement? Nous, on se concentre vraiment sur les sorties Gigamix, il y a déjà pas mal à faire. Oui. Mais on est quand même toujours liés avec nos collègues qui font les mêmes boulots chez Studio H, chez Sorryware French, etc. Pour des fois faire des petites actions liées. Par exemple, là, on a fait ça pour le calendrier de l'Avent à Noël. On s'est lié à eux. Et bien sûr, on se voit aussi régulièrement, comme je disais, quand on va chez des créateurs de contenu, quand on va voir dans les différentes villes, en général, ils viennent avec nous et on va alors présenter les nouveautés ensemble. Enfin, ça va plus être des actions liées, en fait. On s'appelle régulièrement, on est en contact et on essaye de faire quelque chose de cohérent, en fait, dans l'ensemble. Et alors, quel est le jeu auquel tu auras envie de jouer et que peut-être nous allons jouer ce soir? Justement. Non, parce que on a déjà joué. Après, vous êtes très gentil. Elle a une revanche à prendre. Voilà, mais c'est ça, c'est le même que Joseph. Valbara. Je pensais qu'il allait parler de ça, mais non. Le jeu parce d'Olivier qu'en fait, Sipierre. outre le fait que ce soit un super jeu que je trouve hyper bien illustré, et que du coup j'ai chez moi aussi, c'est aussi un souvenir avec l'équipe Gigamix et l'équipe Hachette en général. Parce qu'en fait, c'est le premier jeu que j'ai joué avec mes collègues. C'est là où j'ai découvert Joseph, Étienne, et que Joseph m'a battu. Parce que il faut s'intégrer au début. Ouais. Oui, non, mais c'est bien sûr. Tu as très bien joué. Le contrat n'était pas encore signé. C'était une belle victoire, d'ailleurs. Voilà. Et c'est aussi là que j'ai pu rencontrer les collègues de Sorryware French, etc. Bon, à part Thibaut, du coup, moi aussi je fais une petite dédicace. Que je connaissais déjà chez Studio H. Tous les autres, en fait, c'était des nouvelles personnes. Et donc, c'est un bon souvenir. Et pourquoi pas y rejouer avec eux, et surtout avec Joseph. Ça, c'est quand même cool de travailler dans une boîte de jeux de société. Ça permet d'avoir des séances de brise-glace, finalement, qui sont utilisées dans d'autres boîtes. De temps en temps, on fait un jeu pour se connaître un petit peu mieux. D'ailleurs, on avait commencé à jouer, ils savaient pas encore que j'étais leur futur collègue parce qu'en fait, moi je suis arrivée pour les rejoindre et je pensais que Benjamin avait expliqué qui j'étais. Mais non, en fait, il a juste dit salut, c'est Ariane. Et donc, du coup, voilà. Et moi je connaissais déjà Thibaut parce que de par le blog que je co-gère avec les autres, en fait, on avait déjà partenaire avec Studio H. Et du coup, lui il s'est dit chouette, on invite des créateurs de contenu.
on a invité la presse et du coup, personne n'avait dit le contraire. À un moment, effectivement, elle a dit « Oh, mais c'est chouette, on a invité la presse et tout. » Donc, il était « Non, Thibaut, c'est ta future collègue. » Est-ce qu'il y en a encore qui le pensent dans la boîte, qui se disent « Bah, dis donc, la presse, quand ils font une enquête sur le terrain, ils restent longtemps. Hein. » Voilà un bureau. Formidable. Donc, ouais. On a déjà abordé plein de thèmes, plein de choses dont on a envie de reparler. Tiens, j'ai cette photo-là, qui n'est pas forcément le moment le plus gai que vous ayez vécu. J'ai tout C'est Comme conclusion, c'est super. Faut garder ça pour la fin. Je l'avais pas encore diffusé. Ah ouais, non, mais on a allumé le feu, quoi. Ouais, tu crois que c'était Jean-Christophe et Stéphane, non Bah oui. Et après, il y a le repos du guerrier, sur la photo précédente. En 2015, Ouais. le 29 septembre, Donc avant la grosse saison. juste avant la saison, à peu près le moment où notre entrepôt est le plus stocké, on a subi un incendie. Où, comme on peut le voir, Ah oui, c'est un peu abîmé, je trouve. voilà, l'intégralité du stock est partie en fumée. Alors on avait un deuxième petit stock qui a collé chez nous au bureau, qu'on avait à ce moment-là, qui nous a permis d'avoir encore quelques centaines de boîtes, quelques milliers de boîtes. Parce que là, on parle du stock d'un distributeur. Tout à fait. Donc le stock qui regroupe tous les jeux qui vont partir dans les différentes boutiques, dans une période où en plus il y a le salon d'Essen qui se profile. Donc, Oui, est-ce que exactement. vous avez déjà reçu l'essentiel des jeux qui arrivaient pour Essen? Alors, Essen chez nous, ça n'a jamais été une grande date parce Ouais. que c'est un salon qui est quand même plutôt typé joueur. Nous, notre gamme, elle est très familiale, mais par contre, ce moment-là, c'est le moment où on est le plus stocké en prévision de Noël. Parce Oui. que les commandes commencent à s'accélérer pour les boutiques, etc. Il faut les livrer. Donc nous, c'est de la marchandise qu'on reçoit en fait en août et en septembre. Donc tout est parti en fumée. Alors heureusement, il n'y a pas eu de blessés du tout. C'était totalement accidentel par rapport à des travaux qui étaient faits sur le toit du bâtiment. Ouais. Mais on s'est retrouvé du jour au lendemain avec Pas de jeux à vendre. quasiment pas de jeu à vendre. Alors on Branle-bas de combat. branle-bas de combat et même si ça aurait pu être dramatique même dans la vie d'une société, il y a eu un mouvement, toi tu étais là aussi pour t'en rappeler, un mouvement de solidarité où toute l'équipe s'est dit on va essayer de travailler ensemble. Étienne a travaillé avec les partenaires pour avoir les jeux à temps, les commerciaux, pour accélérer un peu les Louper productions. un Noël, c'est une perspective compliquée quand même. Ouais, ça aurait pu coûter très cher à Gigamic. Hein. Ouais. Il fallait Beaucoup reproduire boîtes les qui jeux. peuvent s'écouler comme ça. En plus, vos jeux étaient produits pour beaucoup en Chine, j'imagine, à cette époque-là, surtout les boîtes en fer. Chine, Europe, mais voilà, quand tout ton stock est là, il faut reproduire à nouveau, ou Ouais. en tout cas espérer qu'il y ait des stocks chez nos partenaires, que ce soit en Asie ou en Europe, mais en tout cas, il faut faire venir tout ça. Donc effectivement, il a fallu affréter des avions. Et le faire venir vite, reproduire rapidement. De l'autre côté, la communication a fait son œuvre pour expliquer un peu ce qui se passait. Les commerciaux ont rappelé leurs clients pour expliquer pourquoi on ne pouvait pas honorer toutes les commandes avec toutes les quantités, etc. Et en fait, vraiment, tout le monde s'est mis ensemble à se dire c'est une grosse galère, mais on va la dépasser ensemble. Et c'est assez marrant parce que le début de 2016, il y a des clients qu'on a au téléphone, etc. Puis à un moment, on leur dit avec l'incendie, j'espère que vous n'avez pas été trop impactés. On avait même oublié parce qu'on n'a pas vu on n'a pas vu le truc. Tu vois. Tellement il y a eu des résultats rapides de toute l'équipe, même si à ce moment-là, on a eu quand même très très peur. Bah oui, non, j'imagine. Hein. On voyait la fumée noire s'échapper au loin en se disant si ça tombe, si ça se trouve, c'est l'entrepôt Gigamic. Histoire vraie. Oui. Et après, ça pourrait être l'entrepôt. Et après, et tout le monde devient pâle, on se découvre le visage déconfit. C'est l'entrepôt. Mais cette solidarité, c'est vrai que tu fais bien de le remarquer, ça correspond aussi et encore aux valeurs de Gigamic avec une équipe qui est importante et qui retrouve ce lien. Il y a des choses toutes bêtes. Hein. Là, on se serre les coudes pour des moments très importants, mais à 11h tous les jours, il y a une pause café, un petit moment où on se retrouve tous. Et bien, toutes les équipes échangent, ça discute, ça joue. Il y a des soirées jeux, il y a des choses comme ça. Tous ces effets-là qui rassemblent aussi l'équipe, c'est très important justement quand les métiers gagnent en profondeur, mais du coup, il faut continuer de préserver ces passerelles et
Et ça, c'est c'est très vraiment bien. une des. Moi, je trouve que c'est vraiment une des. La fameuse legacy des frères c'est Gir. Tu vois, moi, je suis arrivé donc il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à l'histoire de Gigamic, mais en l'espace de quelques mois, tu sens cette volonté d'être une grande famille. En fait, c'est très très fort, quoi. Et du coup, c'est aussi hyper chouette, comme dans tout. Ça aura ses bons et ses mauvais côtés. Mais c'est vrai que ouais, cette legacy, elle est importante, elle est précieuse. Et ouais, c'est très important et c'est vraiment très agréable aussi et très chouette, quoi. Parce que voilà, bah, du coup, quand il y a des coups durs, il y a l'envie d'y aller ensemble, quoi. Et ouais. Mais c'est pas pour rien non plus que Hachette nous laisse aussi la totale liberté en tant qu'éditeur, distributeur. C'est aussi parce qu'il y a une confiance qui s'est instaurée, parce que ceux qui ont repris les rênes ont dans la directe continuité, avec aussi les nouveautés, du changement aussi, hein, ça va de pair aussi, hein, d'apporter aussi sa touche, et c'est normal, et ça rentre, mais toujours avec cet esprit-là. Et c'est effectivement ça l'ADN Gigamic, et c'est ça qu'on aime. Et alors, sur Hachette, puisque Hachette a racheté Gigamic, mais a racheté également BlackRock, est-ce que cette entité, finalement, avec 2 distributeurs, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, quelque chose qui vous pose question? Comment vous le vivez? Hier, on était concurrents, tout en s'appréciant énormément, parce qu'on a un ADN en plus de ça qui est assez proche, avec les équipes du BlackRock, exactement. Donc il arrivait souvent qu'on se retrouve avec une partie de l'équipe en fin de soirée sur un salon à faire une coinche, parce que voilà, on appréciait de se retrouver ensemble avant le rachat déjà, et le rachat, en fait, on a juste une bannière commune, un actionnaire commun au-dessus, mais en réalité, il arrive très souvent qu'on se positionne sur des jeux en localisation en confrontation avec eux. Oui, d'accord. On peut être partenaire sur certains éléments. Je pense notamment pourquoi pas mettre en place des formations à destination de certaines équipes, etc. Ou avoir les forces de Gigamic et de BlackRock ensemble, ça permet d'attirer plus facilement. Pourquoi pas certains points de vente, certaines centrales, etc. Mais sur l'aspect stratégie et produit, c'est totalement indépendant. Il n'y a pas du tout de discussion, de concertation avec les équipes, parce que même si on est cousins, on est aussi meilleurs ennemis. D'accord. Oui, c'est vrai. L'envie d'être performant par rapport à une autre entité finalement assez proche financièrement, on va dire. Hein. Je ne sais pas comment qualifier les choses, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'inquiétude de votre côté de vous dire, en termes de catalogue, finalement, c'est 2 catalogues séparés, donc c'est 2 commandes séparées pour les boutiques. On pourrait imaginer qu'il y a un intérêt pour le propriétaire de se dire, moi, il me faut un seul distributeur, il faut unir les 2 catalogues. Pour la localisation à l'étranger, c'est plus intéressant aussi d'être un interlocuteur très fort. Ces questions-là, elles ne se posent pas aujourd'hui. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que Benjamin pourra mieux répondre, mais en tout cas, moi, de ce que je vois de comment fonctionne le groupe Hachette, c'est pas du tout dans leur ADN, en fait. D'accord. Pas du tout comme ça, qui réfléchissent. Ils sont vraiment dans une dynamique où ils vont rassembler plein de structures de différentes tailles, et ils leur laissent leur autonomie, donc ça crée une concurrence, mais ça crée aussi, pour moi, hein, c'est mon point de vue, quelque chose d'assez sain au final. Parce que voilà, c'est comme ça. Et puis il y a un peu un côté démerdez-vous peut-être, mais pourquoi pas, voilà. Et effectivement, comme le souligne Benjamin, à certains moments, il y a un intérêt à être ensemble, parce que du coup, ils peuvent mener certaines actions, certains projets ensemble, mais fondamentalement, on est 2 acteurs du monde ludique, différents. Des fois, on se pique des projets, des fois, c'est eux qui gagnent, des fois, c'est nous. C'est la vie, en fait, c'est comme ça, quoi. On se retrouve quand même à la fin autour d'une coinche. Ouais, voilà. Mais ta question, en fait, elle est intéressante sur 2 aspects, parce que là, tu évoques la partie France, sur lesquelles, effectivement, la Hachette, c'est une galaxie en fait, de TPE, de PME qui ont la taille de Gigamic, ou voire plus petit, et sur lesquelles ils ont, dans le livre, déjà, ils laissent une indépendance très forte. Ils pratiquent la même chose dans le jeu. Là où il y a des synergies avec BlackRock, et c'est ce qu'on a commencé à mettre en place depuis 2-3 ans, c'est de structurer des entités de distribution à l'international. Parce qu'on se dit, si on arrive avec un catalogue plus un autre, et on crée quelque chose sur un autre marché
qui n'existent pas, bah là on est plus fort ensemble. Et du coup c'est ce qu'on a fait aux États-Unis déjà depuis 2 ans sur la base d'une distribution que nous on avait en direct à l'époque. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a 1 an en Angleterre avec Flavien, c'est à moi aussi de passer le bonjour à Flavien. Et cette année, là, c'est tout récent, sur le Benelux également. Donc c'est là où on peut trouver vraiment ces synergies et le fait d'avancer ensemble. Sur la France, pour autant, il n'y a pas du tout de volonté aujourd'hui de centraliser les choses, etc. Parce qu'on a aussi 2 images différentes, 2 catalogues différents, et en plus de ça, BlackRock a une manière de fonctionner assez différente en termes de distribution. Et même en termes de titres, hein, ils peuvent aller sur du titre plus expert que nous. Oui. Nous, on est quand même beaucoup plus famille. Ils sont positionnés aussi très tôt sur du jeu transgressif pour adultes, du jeu d'ambiance adulte. Donc ça, c'était vraiment des marques de fabrique assez fortes de leur côté. Et je trouve ça assez chouette d'avoir aussi ces spécificités qu'on va retrouver à droite et à gauche. Et bien, on arrive à la fin de cette émission. On a balayé, mais alors on a survolé plein de thèmes parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à parler. On va terminer avec un tout petit jeu qu'on avait initié dans il y a quelques vidéos de ça. C'est le jeu des Pluto. C'est un jeu qui consiste à vous poser une question, vous ne la choisissez pas, elle est tirée au sort, mais le petit côté un peu récréatif et puis amusant, c'est que vous aurez la possibilité d'en rajouter des questions pour nos prochains invités. Donc c'est pas forcément moi qui les pose. Je vous propose de tirer une des cartes. Elle est peut-être signée par quelqu'un qui vous l'a proposée. Tu veux commencer? Ah, je sais pas ce qu'il y a. Hein. Franchement, là, ça peut partir dans n'importe quoi. Plutôt Essen ou Cannes? Ah, en communication, c'est important. Ça. Tu n'as question. Pas encore fait Cannes? Très bonne question. J'ai déjà fait Cannes, mais pas avec Gigamic. Ouais. Déjà fait en tant qu'animatrice avec Geek Attitude Games. D'accord. Que je salue aussi. Mais ouais, pas encore avec mon métier principal, entre guillemets. Moi, ce serait plutôt Cannes, je dirais. Parce que je trouve que Cannes, c'est plus un festival où on joue, en fait. Ah oui, Essen, c'est plus un gros magasin. Voilà, c'est plus un festival où on achète. Mais du coup, c'est vrai que j'ai une plus grande affinité avec l'ambiance à Cannes. Aussi avec le décor à Cannes. Ah oui, voilà. Il y a plus la mer déjà. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et bon, après, ce qui est super chouette à Essen, c'est vraiment... Il y a plein de cultures et de pays différents. Des éditeurs japonais, enfin des trucs qu'on va pas voir ailleurs. Qu'à Cannes, on est quand même un peu plus dans notre plus petite bulle européenne. Mais l'ambiance, je trouve, est plus conviviale. C'était la première question pour Ariane. Ouais. Vous n'y répondrez pas, vous. On ne saura pas si vous êtes plutôt Essen ou Cannes. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre question. Joseph. Allez. Plutôt règles ou vidéo règles? Ah, parce que maintenant, aujourd'hui, beaucoup de monde lance une vidéo sur leur téléphone portable pour apprendre un jeu. Ouais. Donc, ils apprennent un jeu avec des erreurs, en général. Mais moi, je suis un peu à l'ancienne. Moi, c'est plutôt règles tout court. Ouais. J'aime bien bouquiner Lire la règle. Lire la règle avant la partie, y revenir. En fait, le format papier, je trouve qu'il reste encore un peu plus utile que le format vidéo. Voilà. C'est plus facile de tourner des pages, c'est peut-être parce que je deviens un peu vieux, que de scroller une vidéo. Hein. Comme disent les Jones. Voilà. Sauf s'il y a les bons chapitrages. Est-ce que c'est une nouvelle option? Mais du coup, vous êtes obligé maintenant de faire des vidéos règles systématiquement parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas du tout lire des règles. Ouais. Ça c'est bien dommage. Mais non, mais ça fait partie effectivement des choses qu'on met en place et qu'on fait effectivement de manière de plus en plus systématique, de prévoir des vidéos règles et surtout de réfléchir à comment les rendre ergonomiques, parce que effectivement il faut que le joueur puisse y circuler comme il veut, y revenir si besoin. Enfin voilà, il faut pas que ce soit trop long, parce que en fait c'est pas la même chose, on capte l'attention pas de la même manière sur un média tel que la vidéo ou la lecture. Enfin voilà, c'est deux choses différentes. Donc mais voilà, justement, il y a pas si longtemps avec Étienne, on a abordé toutes ces réflexions avec les deux équipes là-dessus. Ouais. Ouais, il y a encore beaucoup de boulot à faire sur les vidéos règles pour trouver des bonnes formules. Étienne? C'est que j'ai l'impression de jouer au Pouilleux. La carte du milieu.
Plutôt en famille ou en club de jeu? J'ai longtemps été en club de jeu, on va dire. Hein. Les associations de... Parce qu'on peut toucher à tout. Souvent, si on est en galère de gamers, de gros gamers, bah ça permettait de... Mais voilà, c'est un peu comme... ou un peu comme dans le jeu de rôle, où on essaie de trouver désespérément des joueurs. Et au final, quand on commence à trouver les potes, la famille qui peut se retrouver à jouer, on finit, on est quand même mieux à la maison. Ah bah oui, le frigo est moins loin aussi. Voilà. Bon, boire un verre, et voilà, avec ses affinités. Mais finalement, voilà, c'est le club de jeu qui apporte aussi du neuf, parce qu'on va bien souvent aller... qu'est-ce qui est sorti, quoi. Donc on est toujours un petit peu au courant de ce qui vient de sortir. Donc voilà, là, je dirais que aussi plutôt en famille, parce que les circonstances le veulent aussi. Tu nous as dit tout à l'heure que tu voulais jouer au club au volley avec tes enfants. Le mot de la fin. Plutôt thermoformage ou sachet zip? Non, thermofromage. Thermofromage. C'est pas moi qui l'ai rédigé, celle-là. Je pense que c'est un bon gag. Ah, tu t'es fait troller, chef. Alors, thermoformage ou sachet... Il y a la question du plastique là derrière, parce que j'ai vu dans vos jeux, vous commencez à avoir de moins en moins de plastique aussi à l'intérieur, avec des emballages de cartes en papier aussi. Oui. En fait, du coup, pour répondre à la question, si possible, ni l'un ni l'autre. Bah oui. Ça fait quelques années déjà qu'on travaille très très peu de cales plastiques. Et le peu de cales sur lesquelles on a vraiment un besoin qu'on ne peut pas réussir à assouvir par du carton, on essaie de travailler avec de nouvelles matières. Là, Étienne et son équipe aux achats travaillent sur une refonte, par exemple, de la cale de wasabi. Fibres de canne à sucre et de bambou. Et de bambou pour remplacer voilà, le plastique. De la même manière, voilà, c'est de retirer parfois, quand on peut, le film sur la boîte ou autour des cartes. C'est vraiment quelque chose qui est assez important et inscrit dans la durée. De toute manière, traditionnellement, on n'a jamais utilisé beaucoup de plastique. Parce que nous, c'est essentiellement de la carte ou du bois. Mais le plastique a toujours été relativement limité. Mais voilà, c'est de faire attention aux impacts qu'on peut avoir au travers de ces petites choses qui peuvent être dispensables, même si on est tous ici convaincus que le jeu de société en lui-même, intrinsèquement, c'est quelque chose de propre, parce que c'est pas quelque chose de consommable. Oui, exactement. Qui n'est pas jeté, ceci c'est quand même une question très... pas jeté. On le garde, on les change, ou on le... Oui. Et on a tous dans nos armoires les jeux qu'on avait étant gamin, qui aujourd'hui... Avec les boîtes cassées, là. Avec les boîtes cassées, puis un avec ton scotch sur le côté pour que ça tienne à peu près. Voilà, on est convaincu que ça, de ça. Et ce qui n'empêche qu'il y a encore des efforts à faire sur telle ou telle portion pour arriver à quelque chose de plus propre. Mais c'est une décision c'est une réflexion qui avait été amenée assez vite quand la nouvelle organisation de Gigamic s'est mise en place. Ça faisait partie des top lists, essayer de réduire l'impact en plastique ou autre, en tout cas d'être dans cette démarche-là. C'est vrai. Alors, la première réunion, je pense, ce qu'on appelle le CDC, chez nous, c'est le cul de chouette. C'est le comité des chefs. Il y a plusieurs noms. Où on se réunit avec tous les chefs de service régulièrement pour se dire voilà, vers où on va aussi, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire. Et très rapidement, au moment de la nouvelle organisation de Gigamic, c'est quelque chose qui est, comme tu dis, qui est ressorti. En top 1 presque, d'aller vers cette volonté de retirer le plastique de nos jeux. Bah, très bien répondu. Elles sont pas si mal finalement ces questions. Vous aurez l'occasion d'en rajouter d'autres éventuellement et qui peut-être amèneront sur des domaines qui sont intéressants également. Est-ce que c'était signé? Parce que des fois c'est signé. C'est Seb de Ketchup Games qui avait posé cette question. On va conclure la vidéo, on arrive à la toute fin, mais quand même on voulait montrer les jeux que vous avez ramenés sur l'origine, les tout premiers jeux qui sont sortis chez Gigamic et pour vous montrer le chemin parcouru. Alors il y avait Quarto et c'est pas tout. Oui, c'est pas tout.
Alors, c'est une Tiens, serviette. regarde, vas-y. Ouais. Regarde, Merci, vas-y, Ariane. Vas-y, Ariane. Classique. Alors, on ne peut Ça, pas ça toucher fera parce une que belle c'est vieux. Attention, et par magie, on va faire disparaître. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette serviette de plage? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Fun Batik, ça fait partie des 3 premiers jeux qui ont été sortis quasiment en même temps. Donc le Quarto, le Fun Batik et le Traître Mot qu'a Étienne. Ici c'est une serviette de plage avec jetons intégrés pour jouer toute Aux petits l'année chevaux, aux dames, aux tout. petits chevaux, aux dames Solitaire. et aux solitaires effectivement. Donc ça fait partie des premiers. Surtout ça, qu'on va c'est dans souvent son à la jus, hein. plage dans le nord. Et le deuxième jeu, Traître Mot. Alors là, on dirait une boîte de VHS, une énorme VHS. Et ça tombe très bien, c'est une énorme VHS à l'intérieur. Non. Une variante du jeu du dictionnaire avec tout un dictionnaire de mots rédigé par les 3 frères créateurs de l'entreprise. Ils ont vraiment eux-mêmes. tout rédigé. Oui. Oui. Il y a quand même mis des dés à 8 faces quand même. Ouais, il y a des dés. Ah, il y a un à matériel. l'époque, c'est C'était assez... du jeu de rôle avant l'heure. Ouais, ça. il y avait un truc, il y avait toujours eu un truc, je crois. Et là, on voit l'évolution de la boîte parce que on vous a montré ces jeux qui datent un petit peu quand même, qui ont 30 ans maintenant, même plus de 30 ans, Oui. 91. ouais. Et là, derrière, on s'est pas attardé dans ce format sur tous les autres jeux parce qu'on va vous en parler dans les autres formats. On vous présente les nouveautés dans un format showroom qu'on a enregistré tous les deux. Ariane, merci beaucoup pour nous avoir présenté ces différents jeux. Et puis, dans nos différents formats, vous aurez l'occasion de découvrir au fur et à mesure des semaines. On vous les présentera, on vous montrera les mécaniques de ces jeux. Un grand Merci à vous. Martin. Bah oui, Merci. merci Martin, merci Merci à tout Chalet, le monde. c'est trop bien à chaque fois. On se donne rendez-vous très bientôt de ce fait pour de nouvelles vidéos, peut-être pour vous présenter de nouveaux jeux Gigamic. À très bientôt. Et à table. Salut. Ouais. Ciao.